Dans l'actualité ce soir, un dialogue franc et direct entre les OSC et le gouvernement burkinabé sur l'insécurité ambiante dans le pays. Face à l'insécurité, aucun effort n'est de trop et la contribution des OSC sera de trouver une meilleure stratégie pour des actions salvatrices sur le terrain, comme vous le verrez dans ce journal. Et dans ce journal, le comité local de protection et de gestion du site de l'Europénie est au rapport pour ses activités 2018. La problématique de la stabilisation du patrimoine mondial, de l'humanité et la protection de la zone tampon contre les activités anthropiques et les agissements des animaux demeurent les principales préoccupations de cette rencontre. Images et commentaires à suivre dans cette édition. Et dans cette édition en Libye, un attentat suicide contre le ministère des Affaires étrangères fait 3 morts. Une attaque revendiquée par Daesh. L'attaque illustre encore une fois de plus le chaos qui règne dans ce pays. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. Les organisations de la société civile et le gouvernement burkinabé prennent langue pour la 3e session de leur cadre de concertation. Une session qui va insister sur les défis à relever dans le cadre du partenariat État-OSC pour la lutte contre l'insécurité et le terrorisme. Face à l'insécurité, aucun effort n'est de trop et la contribution des OSC sera de trouver une meilleure stratégie pour des actions salvatrices sur le terrain. D'ailleurs, le président du Conseil national des OSC a déclaré à l'ouverture des travaux de cette concertation que les OSC ont une exigence de participer activement à la recherche de solutions pour une lutte efficace contre l'insécurité, le terrorisme, l'incivisme, le blanchiment de capitaux et pour la paix sociale au Burkina Faso. Mounira Kéré, Nongba Kouda pour les détails. C'est une 3e session du cadre de concertation et de dialogue État-OSC qui sollicite la contribution des partenaires sociaux dans la lutte contre l'insécurité et le terrorisme. Parvenir à un Burkina prospère, de paix et de tolérance est l'affaire de tous et les OSC réaffirment leur engagement à rechercher des solutions pour une lutte efficace contre le fléau. Le mot efficace est très important pour nous. Parce qu'il faut arriver à bout effectivement à ce fléau qui empêche aujourd'hui le développement de notre pays. Donc je pense que c'est une réflexion profonde qu'il convient de mener pour voir quelle pourrait être la contribution des organisations de la société civile qui sont des partenaires privilégiés de l'État si on veut effectivement conjuguer des efforts, une synergie d'action pour poursuivre le développement durable. Cette 3e session est placée sous le thème « Partenariat État-OSC, quel défi pour une lutte efficace contre l'insécurité et le terrorisme ?» Selon le Premier ministre, c'est l'occasion d'approfondir la réflexion pour une synergie d'action afin de vaincre les forces du mal. C'est une guerre injuste qui nous est imposée. Mais c'est tous unis que nous voulons faire en sorte que nous puissions bouter hors de notre territoire national les terroristes et retrouver en tout cas la paix, la quiétude, la sécurité dans notre pays. Tous ici saluent la mémoire des forces de défense et de sécurité, de même que les civils qui ont sacrifié leur vie au nom de la liberté et de la démocratie au Burkina. Un entretien direct est prévu demain entre le président du Faso et les OSC, toujours pour la quiétude du peuple burkinabé. Au Conseil des ministres de ce mercredi, le gouvernement burkinabé a pris la décision de réglementer le commerce des armes au Burkina Faso. Le gouvernement a décidé également de la gratuité des actes médicaux pour la planification familiale, une mesure effective dès le 1er juin 2019. Le Conseil ordonne en outre un accord de don pour un montant d'environ 57 milliards de francs CFA destiné à financer un projet d'irrigation dans 4 régions du pays. Au sortir de ce Conseil, on apprend également la remise de peine pour certains détenus des prisons du Burkina, une grâce du président du Faso à compter du 1er janvier 2019. Lassina Ouattara, Vincent Tiendrebero pour les détails. C'est une 3e. Bientôt, les actes médicaux pour la planification familiale vont devenir gratuits au Burkina Faso. C'est l'une des grandes décisions du Conseil des ministres ce mercredi. Cette mesure, qui sera effective à partir de juin 2019, va coûter 6 milliards 271 millions de francs CFA, selon le porte-parole du gouvernement qui s'empresse d'écarter de cette mesure sociale toute idée d'interruption volontaire de grossesse. Par planification sociale, nous entendons donc la gratuité des actes pour l'offre de planification de longue durée, la gratuité des produits contraceptifs, l'accès gratuit aux consultations et le counseling qui est offert. Nullement nous n'entendons donc par
avortement dans la planification familiale. Il faut que ça soit bien clair. L'avortement est puni par la législation burkinabé et ça n'a pas changé d'un iota. Autre mesure sociale de ce dernier conseil des ministres ordinaire de l'année, c'est la remise de peine à des prisonniers graciés par le président du Faso suivant ses prérogatives et à l'occasion du Nouvel An. Les graciés donc sont choisis parmi ceux ayant purgé déjà la moitié de leur peine en fonction de critères comme la précarité de leur santé, les mineurs pénals, l'âge avancé, l'intérêt porté aux travaux dans les unités de production. Et pour cette année, 219 détenus pour une remise du reliquat de leur peine, c'est-à-dire que à la fin donc, de cette année, normalement si tout se passe bien, 1er janvier 2019, ils pourront dans les conditions prévues par la loi recouvrer leur liberté. 683 pour une remise partielle de peine allant de 3 à 8 mois. Le gouvernement a aussi adopté une ordonnance d'accord de don avec l'Association internationale pour le développement, un don qui s'élève à 57 milliards de francs CFA et destiné à la mise en œuvre du programme d'urgence. Il s'agit d'améliorer la sécurité alimentaire et l'offre de services de base en matière de santé et d'éducation dans 4 régions, celle du Nord, celle du Sahel, celle de l'Est et celle du Centre. Un projet de loi a aussi été adopté visant la mise en œuvre du traité sur le commerce des armes. Et il engage les États signataires à instituer des normes communes les plus strictes afin de réglementer ou d'améliorer la réglementation du commerce international des armes classiques, de prévenir et d'éliminer le commerce illicite d'armes classiques et d'empêcher le détournement de ces armes. Et ce projet sera bientôt soumis à l'Assemblée nationale pour adoption. Et puis, où en est-on avec la mise en œuvre du PNDS, le plan national de développement économique et social dans le domaine de la santé? Quelles sont les infrastructures réalisées entre 2016 et 2018 dans le pays? Face à la presse, le ministre de la Santé dresse le bilan. Pour le professeur Nicolas Méda, 135 nouveaux centres de santé et de promotion sociale ont été construits ou normalisés. Et puis, on a construit également 107 équipés, 28. 86 CSPS sont en cours de construction et d'équipement, toujours selon le professeur Nicolas Méda. Nathalie Sawadgo pour le point complet. 135 nouveaux CSPS construits ou normalisés, dont 107 équipés et 28 non équipés, 86 en cours de construction et d'équipement, 14 transformés en centre médical, 33 en cours de transformation. Voici entre autres ce qui ressort du bilan de la mise en œuvre d'investissements structurants du ministère de la Santé de 2016 au 31 octobre 2018. Nous avons fait un effort de mise à niveau de tous les plateaux techniques, que ce soit des CSPS, des centres médicaux, des hôpitaux de district. Vous avez l'habitude d'appeler ça CMA. C'est ça maintenant que nous appelons hôpitaux de district. Que ce soit des CHR, que ce soit des CHU. Nous avons fait un effort de mise à niveau en investissant à peu près entre 17 milliards et 20 milliards de francs CFA. En plus de cela, il faut noter la disponibilisation en quantité et en qualité des ressources humaines. Nous avons amplifié un programme qui a été déjà mis en œuvre à partir de 2013, qui s'appelait le projet de formation des spécialistes. Et aujourd'hui, nous sommes à peu près à 800 médecins inscrits dans des filières de spécialités. Certains sont déjà revenus. Et le reste des 1312 qui sont aujourd'hui la population du Profos, représentés par les spécialistes paramédicaux. Le président du Faso a décidé que les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans pouvaient constituer le socle de son contrat social pour changer la vie des femmes et des enfants. Et il a décidé de la gratuité totale des soins pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. L'acquisition de 300 nouvelles ambulances au compte du ministère est à un stade avancé, dira le ministre. Des difficultés ont été enregistrées dans le domaine de la construction des infrastructures sanitaires et leurs équipements. Il s'agit de la défaillance des entreprises dans l'exécution de leurs contrats, l'insuffisance des ressources financières et la lourdeur administrative.
Qu'à cela ne tienne, Nicolas Meda et son équipe notent une augmentation significative des infrastructures sanitaires, toute chose qui va contribuer à l'amélioration de l'état de santé des populations. À Bobo-Dioulasso, la police a procédé à la saisie des engins dont les propriétaires sont en indélicatesse avec la loi. Une sortie inopinée pour interpeller les usagers non en règle avec la réglementation en vigueur. Plusieurs engins à 2 roues, des tricycles et des véhicules ont donc fait l'objet de saisies et envoyés à la fourrière. Hassan Vourabou, Mouni Baro. Il est environ 22 heures à Bobo-Dioulasso. L'opération de lutte contre les actes d'incivisme dans la circulation urbaine est en cours. Beaucoup d'engins sont saisis par la police. Pas facile donc pour certains noctambules en délicatesse avec la loi. Avant-hier, quand j'ai donné ma moto au mécanicien, j'ai réglé mon phare. Je suis parti payer mon bobine. Il m'a dit que notre bobine a fait 4500. Quand il est venu mettre ça, quand j'ai allumé mon phare, c'était normal. Hier, j'ai ouvert, il n'y a pas de problème. En venant sur la route, le monsieur est venu prendre moto et dit quoi que non, que mon phare n'est pas allumé. Les infractions visées par cette opération, pour laquelle un nombre important d'agents de sécurité est mobilisé, se situent à plusieurs niveaux. On a constaté beaucoup d'infractions, notamment les défauts d'éclairage, les défauts de plaques d'immatriculation, le non-respect des feux de stop, des panneaux de stop. Il y en a beaucoup. Cette opération coup de poing, suivie de près par le ministère des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière, vise à sécuriser les populations dans leurs déplacements. Nous avons tous besoin d'une circulation sécurisée, nous avons besoin des routes sécurisées. Donc il faut sortir, dire aux différents usagers qu'il y a des normes, il y a des tests. On a l'impression que l'incivisme commence à se développer. Donc c'est dire qu'il faut que nous redoublons d'efforts. La sensibilisation doit continuer, mais il faut de plus en plus sévir. Pour ces responsables du ministère, la répression des infractions va se poursuivre afin de garantir la sécurité. Et selon le commissaire central de la police de Bobo-Dioulasso, ceux dont les engins sont saisis seront verbalisés conformément à la loi. Toujours à Bobo-Dioulasso, le ministère en charge de l'agriculture, à travers sa chambre régionale agricole des Hauts-Bassins, a tenu un marché virtuel ce 20 décembre. Un rendez-vous où vendeurs ou acheteurs des produits locaux font des affaires. Cette plateforme d'échange appelée Bourse régionale agricole se veut gagnant entre les acteurs du monde agro-pastoral. Moussa Tamboura, Rachid Sawadgo. Rasmata Abatakoura fait du commerce de céréales. Elle est là pour faire affaire. Comme elle, ils sont une dizaine d'acteurs du monde agro-pastoral à faire le déplacement de cette bourse agricole. Un marché virtuel qui met en relation vendeurs et acheteurs potentiels. Je suis là pour acheter le maïs, principalement le maïs jaune, parce qu'on travaille avec des transformatistes qui veulent transformer le maïs. Donc on est là pour voir des potentiels clients. Comme c'est une rencontre B2B, il y a des acheteurs, il y a des vendeurs. Donc on croit qu'il y aura l'opportunité de collaborer ensemble. Ce rendez-vous est une initiative du ministère en charge de l'agriculture à travers sa chambre régionale des Hauts-Bassins. Donc chacun vient ici avec ses intentions, soit pour l'achat ou pour la vente des produits agricoles. Quand je fais un peu le tas, je vois que pour les offres de vente, nous sommes à 4 731 000 kg de céréales que nos producteurs veulent vendre. Pour les acheteurs, nous sommes à 38 820 000 kg de céréales que les commerçants veulent payer pour faire les affaires. Cette rencontre se veut gagnant-gagnant. Elle est encore en phase d'expérimentation et se tient pour la deuxième fois à Bobo-Dioulasso. Et puis le comité local de protection et de gestion du site de l'Europénie était réuni ce 20 et 21 décembre sur le site pour le bilan des activités 2018. Au menu, il s'est agi de revenir sur la problématique de la stabilisation du patrimoine mondial et la protection de la zone tampon contre les activités anthropiques et les agissements des animaux. À l'occasion, les membres du comité ont arrêté un programme consensuel pour 2019. Elvis Tuina, Dimitri Badini, sur place à Gawa pour les détails.
Installé officiellement en septembre dernier, le comité local de protection et de gestion du site de l'Europénie passe en revue ses actions menées jusqu'ici. Et pour l'heure, le bilan au titre de l'année 2018 est acceptable. Le bilan est assez positif parce que nous avons pu organiser le nettoyage régulier du site. Il y a le mur et il y a aussi l'espace qui est protégé également. Donc nous menons des sensibilisations à l'endroit des populations riveraines afin qu'ils évitent de faire des coupes de bois à l'intérieur. Des sensibilisations certes qui contribueront à la préservation du patrimoine mondial. Au-delà de tout, l'un des défis majeurs du comité local est de veiller à la protection de la zone tampon et à la stabilisation des ruines victimes des intempéries. Les ruines, ce sont de très vieilles dames. Et déjà, il y a le poids de l'âge et qui parle du poids de l'âge parle donc des effets des intempéries. Donc, nous allons essayer donc de revoir comment est-ce que des enduits pourront être refaits et également comment est-ce que nous pourrons nettoyer les arbres parasites qu'il y a au niveau des ruines. Au-delà de cet aspect, notre défi éventuel, c'est la gestion donc de la zone tampon, puisque les 44 hectares que représentent les ruines sont une infime partie des 278 hectares qui constituent donc le patrimoine. Et dans ces 278 hectares, nous avons plus de 180 espèces naturelles et qui sont des espèces plus ou moins rares. 2 jours durant, les membres du comité local vont se familiariser au plan de gestion du site des ruines de l'Europénie et recevoir des techniques de gestion participative. Et en fin des travaux, un programme consensuel sera élaboré pour mener à bien les activités de l'année 2019. Et puis décoration au ministère en charge de la communication. Cet après-midi, une trentaine d'agents du privé tout comme du public ont vu leur mérite reconnu par la nation burkinabé. À travers cette décoration, on enregistre des distinctions de chevaliers de l'ordre du mérite, mais aussi des officiers. Et le ministre Rémi Danguino, qui a présidé cette cérémonie de décoration, a pu féliciter et saluer l'excellence, le professionnalisme, le mérite dont ils ont fait preuve. On parle des récipiendaires dans l'exercice de leurs fonctions. Le témoignage de Inijanine Kambiré. Ils sont 31 travailleurs à être distingués, dont 6 élevés au rang d'officier et 25 au rang de chevalier, tous dans l'ordre du mérite des arts, des lettres et de la communication, avec agrafe radio, télévision et presse écrite. Une satisfaction pour les récipiendaires. C'est une très grande satisfaction morale ce soir d'être récompensé après 17 ans de reportage à la télévision nationale du Burkina. Je voudrais dédier cette médaille à mon oncle de fait Justin Koulibaly pour son engagement en faveur du droit du public à l'information et pour la liberté des hommes et des femmes de médias. C'est la deuxième fois que je suis distingué et je suis très heureux. Et c'est grâce à vous tous, à vous qui avez travaillé avec nous, à mes collègues, à mes supérieurs hiérarchiques, à mon épouse et à mes enfants. Nous avons eu en charge un projet que nous avons conduit avec brio. Aujourd'hui, le Burkina Faso sort grandi. Parce qu'aujourd'hui, nous avons pu réaliser donc, la TNT. Je reçois cette médaille avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de joie et de fierté. C'est vraiment un honneur pour moi. Et je la dédie à tous ceux avec qui j'ai travaillé. Je dédie d'abord cette médaille à ma famille parce que pour mon travail, j'ai été beaucoup absente. Et je pense que la famille a dû ressentir cela. Je dis merci aux autorités de ce pays, je dis merci à notre ministre, je dis merci à tout son staff, je dis merci au directeur DG de la RTB, au directeur de la télé, au directeur de la radio, à tous mes collègues. Le ministre de la Communication salue le mérite de ces travailleurs, des travailleurs qui sont récompensés pour leur engagement et leur abnégation au travail, leur patriotisme et leur contribution à la construction de la nation. S'il y a un facteur sur lequel la communauté internationale, comme celle à l'intérieur du Burkina, est d'accord, c'est sur la qualité de notre démocratie. Et l'un des acteurs premiers de cette qualité-là, c'est la presse. Parce qu'elle permet d'avoir une information conséquente, elle permet également de confronter les opinions, elle permet de créer le débat démocratique. Et les personnes qui ont été décorées sont à la fois du privé, du public, mais également sont les personnes qui, à leur poste de service, secrétaires, chauffeurs, permettent à cette presse-là de fonctionner. Le ministre souhaite que la presse
cette force que notre pays a puisse continuer à se raffermir et à favoriser l'émergence d'une opinion forte et diverse et consciente que le Burkina est la seule chose qu'on a en partage et qu'on doit préserver. Beaucoup de joie donc et de bonheur cet après-midi chez les femmes et hommes de presse. Félicitations à tous ces récipiendaires. L'Union pour la Renaissance, parti sankariste, a organisé ce dimanche 23 décembre à Bobo-Dioulasso une cérémonie de remise de vivres. Au total, 14 tonnes de vivres composées de riz et de maïs ont été données à plusieurs associations féminines. Le témoignage de Mireille Carole Tougouma. L'Union pour la Renaissance, parti sankariste, UNIPS, vole au secours des plus démunis en cette période des fêtes de fin d'année. 14 tonnes de riz et de maïs réparties entre une quarantaine d'associations féminines. C'est juste un contexte de solidarité nationale. Nous avons voulu faire ce don à l'endroit des femmes. Vous savez que nos mamans, ce sont elles qui sont au foyer, surtout à cette période de fête. Ce n'est pas toujours aisé pour tout le monde de faire la fête comme il le veut. Alors nous avons pensé qu'on pouvait faire notre contribution, si modeste soit-elle, pour en tout cas agrémenter quelquefois le ménage le jour de fête. Pour les bénéficiaires, ce geste vient à point nommé et permettra de soulager plusieurs familles. Avec les fêtes là, les femmes, il y a d'autres familles même qui auront à manger grâce à ces vivres-là. Puisqu'on a des veuves, on a des orphelins, on a d'autres même qui ont leur mari qui ne travaille pas. C'est au cours d'une tournée régionale du président de l'Assemblée nationale que ces femmes avaient sollicité un soutien alimentaire. Aujourd'hui, c'est chose faite à travers l'UNIPS. Après les malades de l'hôpital national Yalgado et Drago, c'est au tour des pensionnaires de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou-Mako de recevoir la visite du conseil municipal de la ville de Ouagadougou. Compassion et solidarité étaient au rendez-vous de cette visite. Les détenus ont bénéficié de divers dons. Ernest Kambiré. Le conseil municipal de Ouagadougou aux côtés des détenus de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Un instant de compassion et de solidarité pour dire à ces pensionnaires qu'ils ne sont pas seuls face à leur situation. Nous sommes venus apporter un réconfort à nos concitoyens qui sont privés momentanément de liberté et pour les exprimer notre solidarité et les prodiguer nos conseils. Dans ce plus grand établissement pénitentiaire du Burkina, certains y attendent depuis leur jugement dans des conditions carcérales difficiles. Une occasion pour ces détenus de la Mako de plaider pour leur cause. Dans les cellules, ce n'est pas facile. Les prisons sont surchargées. Ça ne bouge pas. Ça fait 2 mois qu'à travers le mouvement d'humeur, il n'y a pas de jugement. Bon, les gens ne sont pas libérés. Du coup, on est surchargé. Et ce n'est pas facile. On vous demande encore vraiment de nous soutenir. Et nous sommes partants que ceux qui vont venir après puissent quand même, en tout cas, voir vraiment de meilleures conditions de détention. Une triste réalité que le conseil municipal de Ouagadougou compte travailler à améliorer avec l'appui de ses partenaires. À l'orée de la nouvelle année, le conseil municipal n'a pas fait le déplacement de la Mako les mains vides. Il a apporté des vivres, du savon, de l'huile et une enveloppe financière pour les pensionnaires, de quoi agrémenter les fêtes. Et puis nous avons appris ce matin le décès du colonel-major Alain Bonkian, décès survenu dans la nuit du 25 au 26 décembre au centre hospitalier et universitaire de Tengango, ex-hôpital Blaise Compaoré de suite des maladies. Le colonel-major Bonkian a occupé le poste de commandant de la 2e région militaire de Bobo-Dioulasso et des centres de formation des armées. Il était à ce jour conseiller du chef de l'état-major général des armées. Le colonel Alain Bonkian était le dernier inculpé dans le dossier Thomas Sankara. Au moins 3 personnes ont été tuées et 10 autres blessées mardi dans une attaque qualifiée de terroriste par les autorités libyennes contre le ministère des Affaires étrangères à Tripoli, et selon un nouveau bilan du ministère. Selon une source de sécurité, un diplomate, un directeur du département au sein du ministère des Affaires étrangères figure parmi les victimes. Au
moins 3 personnes sont mortes dans une attaque terroriste contre le ministère des Affaires étrangères à Tripoli. Un diplomate libyen figure parmi les victimes. On compte aussi 10 blessés. Une voiture piégée a explosé à proximité du bâtiment, amenant les forces de sécurité à se rendre sur le site. C'est alors qu'un kamikaze a fait irruption et s'est fait exploser. Un deuxième assaillant est mort dans l'enceinte du bâtiment après l'explosion d'une valise qu'il portait. Un troisième homme, qui n'était pas armé, a été tué par les forces de sécurité à l'extérieur du bâtiment. Aucune revendication n'a pour l'heure été faite. Et puis pour terminer, en Tunisie, des heurts ont éclaté entre la police et des manifestants rassemblés le lundi 24 décembre à Kasserine, dans le centre-ouest de la Tunisie, après l'immolation par le feu d'un journaliste qui voulait dénoncer par cet acte les conditions de vie difficiles dans cette région, parmi les plus pauvres du pays. Regardez. Voici les dernières images d'Abderrazak Zorghi, un journaliste tunisien originaire de Kasserine dans le centre du pays. Il lance un appel désespéré. Ceci est un appel pour les chômeurs de Kasserine. Nous allons faire une révolution et quiconque voudra me rejoindre et me soutenir est le bienvenu. Je vais manifester seul et je vais m'immoler. Et que Dieu vienne en aide à quiconque essaiera de m'arrêter. Pendant 8 ans, j'ai tenté de trouver un travail, mais année après année, rien n'a marché. Tout n'est que mensonge. Je ne suis lié à aucun parti politique. Quelques minutes après avoir diffusé cette vidéo sur Facebook, le reporter s'est immolé par le feu sur l'une des principales places de la ville de Kasserine. Après son geste fatal, des heurts ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre. Ce mardi, des centaines d'habitants ont assisté à ses obsèques en ville. L'incident rappelle l'immolation de Mohamed Bouazizi en 2011, un vendeur ambulant de la ville voisine de Sidi Bouzid, dont le suicide fut l'étincelle d'une vague de protestations qui allait bouleverser le Maghreb et le Moyen-Orient. En Tunisie, 8 ans après la révolution de Jasmin qui avait entraîné le départ de Ben Ali, la faible croissance et le chômage persistant à l'intérieur du pays désespèrent toujours une partie de la jeunesse. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.